Le thème de la discussion d'aujourd'hui est suffisamment large pour englober tout, du soleil à tout ce qui existe dans l'univers. Ce que je propose, c'est de vous présenter une perspective qui vient de la tradition du yoga. Vous êtes tout familier avec le yoga en tant qu'exercice, comme moyen d'améliorer la santé, de développer la concentration ou même de guérir. Mais le corps de connaissance yogique est bien plus vaste et en Inde, il représente une tradition qui, à bien des égards, reflète l'approche scientifique. Ce n'est pas un système de croyance, mais plutôt une exploration de la réalité et du potentiel humain. Au cours des 10 000 dernières années, de nombreux mystiques, yogis et sages ont exploré le domaine de la réalité et de l'expérience et ont développé une technologie de la conscience. Nous sommes familiers avec les explorations et le développement technologique des sciences modernes qui nous permettent de maîtriser la matière et les processus matériels, mais le yoga est une technologie qui nous permet de développer la maîtrise de notre propre conscience et de notre potentiel humain inné. Je propose de présenter une perspective issue de ce corpus de connaissances. Nous examinerons ce dont nous sommes faits et comment fonctionne l'individualité et la personnalité humaine d'un point de vue yogique, ainsi que ce que cela représente pour notre parcours de vie et de transition d'une vie à l'autre. Nous examinerons ces aspects dans une perspective de santé, dans une perspective plus élevée du potentiel humain, qui comprend largement les capacités paranormales que les êtres humains possèdent, ainsi que leurs implications dans notre vie quotidienne lorsque nous travaillons dans des conditions de stress et de pression extrême. La première idée importante que je vais avancer est que lorsque nous observons un être humain, nous reconnaissons que nous ne sommes pas seulement ce corps physique. La science moderne est presque exclusivement centrée sur ce que nous appellerions le corps physique grossier parce qu'il est dense et brut. Mais nous avons des couches plus fines et plus subtiles qui constituent également une forme et un corps, et donc nous faisons une distinction dans la tradition yogique entre le corps grossier et le corps subtil. Je vais aborder cela d'un point de vue traumatique, ce qui inclut également les explorations de la science moderne et ses expériences de pointe. Il y a eu une série d'expériences réalisées il y a environ 60 ans en Russie par un scientifique du nom de Kirlian. La technique qu'il a développée est encore appelée la photographie Kirlian, où la main humaine est placée sur une plaque photographique et une tension élevée et une fréquence élevée sont appliquées. L'image obtenue montre non seulement la forme de la main, mais aussi une extension plasmique lumineuse autour de la main, que l'on appelle l'aura. Ce qui était intéressant, c'est qu'en prenant des photos de différentes personnes, ils ont constaté que cette extension d'aura changeait en fonction de l'humeur, de l'état psychologique, des pensées et des émotions d'une personne. Elle était également fortement influencée par les états biologiques internes liés aux émotions. Au fil des décennies, les connaissances et la technologie ont été affinées jusqu'à ce qu'ils puissent conclure qu'en réalité, il y a une extension bien au-delà du corps physique qui est photographiée par cette méthode et qui nous représente. Je vais donner un exemple frappant que vous pouvez trouver sur Internet sous forme de photographie. Ils ont pris une feuille d'un arbre et l'ont placée sur l'appareil et ont pris une photo, et vous pouvez voir non seulement la feuille, mais aussi les fins canaux subtils d'énergie qui circulent dans la feuille, comme des lignes que l'on trouve généralement sur les cartes d'acupuncture. C'est une très belle image. Ils ont ensuite fait une coupe à travers la feuille et pris une autre photo, et cette fois, vous pouviez voir que le tissu physique de la feuille avait été coupé, mais l'extension plus large de l'aura était complètement intacte. Vous photographiez la forme subtile, l'extension subtile de la feuille. Ensuite, en observant une série d'images, cette extension d'aura a commencé à disparaître jusqu'à ce qu'elle se réduise à la forme physique de la feuille. Cela a des implications extraordinaires lorsqu'on y pense. Un des exemples est que les personnes qui ont eu un membre amputé par accident ou blessure ressentent toujours, comme vous le savez, l'effet du membre fantôme, c'est-à-dire qu'ils ressentent des démangeaisons à l'endroit où se trouvait leur main, par exemple, et ils veulent se gratter, sauf qu'ils ne peuvent pas sentir le corps physique, et c'est un gros problème. Comment gérer cela, car c'est très irritant et ils ne peuvent pas le toucher. Bien sûr, les biologistes diront que ce ne sont que des ondulations dans le cerveau, mais du point de vue yogique, on dirait qu'il y a toujours une main subtile qui ressent cette démangeaison, et il doit y avoir un moyen d'y faire face. C'est l'un des exemples parmi tant d'autres d'exploration scientifique qui confirment ces principes. Nous partons de l'idée que ce corps que nous avons n'est qu'une des plusieurs couches dans la tradition du yoga, nous parlons de 5 corps, dont les 3 premiers que nous connaissons consciemment, et les 2 autres dont nous ne sommes pas conscients. Nous observons que notre corps grossier est animé par une énergie spécifique qui fait fonctionner nos organes et fait croître ou mourir nos cellules. Cette énergie circule à travers des canaux précis, qui sont bloqués ou déconnectés en cas de problème de santé. La science de l'acupuncture ou de l'acupression permet de comprendre et de manipuler ces flux d'énergie. Par exemple, des experts en acupuncture en Chine ont réussi à réaliser une opération cardiaque sans anesthésie conventionnelle en utilisant des aiguilles pour engourdir la région du corps. Énergie peut également être modifiée en changeant les positions du corps ou en reliant certains doigts entre eux. Dans la tradition du yoga, les positions des doigts sont utilisées pour modifier les états psychologiques et physiologiques. Il existe donc un corps énergétique qui a des implications physiques et qui peut être influencé par des pratiques physiques comme les postures et les exercices de respiration. Ce corps énergétique est le lien entre notre corps grossier et un troisième corps qui contrôle les flux énergétiques et maintient l'harmonie entre la biologie et l'énergie. L'intelligence à l'intérieur de la cellule peut être comparée à celle d'un pays ou d'une ville entière.
La cellule possède une paroi périphérique qui permet uniquement aux matériaux bruts nécessaires à la cellule d'entrée, tout en excluant tout ce qui est toxique et nuisible. Il existe également un système de transport interne dans la cellule pour acheminer les matières premières là où elles sont nécessaires, ainsi qu'un système de gestion des déchets qui les évacue vers la paroi cellulaire. Tout cela montre la complexité et l'intelligence qui opèrent à l'intérieur de la cellule. De plus, la structure de l'ADN, bien qu'apparemment passive, semble contrôler tous les processus cellulaires. Cependant, les dernières recherches en génétique ont révélé que les processus épigénétiques permettent un échange d'informations entre la structure génétique et les processus cellulaires. Par exemple, des expériences sur des rats ont montré que le stress extrême d'un rat se transmet à sa descendance, qui réagit également au stress lorsque confronté à des stimuli similaires à ceux qui ont provoqué le stress chez le rat initial. Cette transmission des comportements acquis ne modifie pas l'ADN, mais fait partie des processus épigénétiques. Ces découvertes remettent en question notre compréhension limitée de la génétique et révèlent une intelligence dynamique qui opère à travers les expériences de vie et les transmet à travers le système héréditaire. Cette intelligence coordonne toutes les activités complexes non seulement au sein d'une seule cellule, mais aussi entre les cellules et les organes du corps. Lorsqu'une personne est malade, c'est souvent parce que cet équilibre dynamique a été perturbé et que le corps n'est plus capable de se corriger lui-même. Les médecins interviennent alors en introduisant des substances chimiques pour aider le corps à retrouver son équilibre. Une fois que le corps retrouve son rythme, on considère que la personne est guérie. Cependant, la réalité est que les niveaux de sucre dans notre corps, par exemple, fluctuent constamment, en fonction de facteurs tels que la consommation alimentaire. Notre corps a une intelligence extraordinaire qui maintient en permanence tous les niveaux chimiques dans notre organisme en équilibre. Ces différentes couches d'intelligence, physique, énergétique et mentale, interagissent et sont interdépendantes. Si l'on agit sur le corps physique, cela aura des répercussions sur nos émotions et notre esprit. De même, si nous avons des pensées intenses, elles auront un impact sur notre physique. Il est important de noter que notre intelligence consciente ne représente qu'une petite partie de cette intelligence globale. La majeure partie de cette intelligence se trouve dans ce que l'on appelle le corps conscient dans le système yogique. En conclusion, il existe une intelligence complexe et consciente qui opère à l'intérieur de nous, coordonnant les processus biologiques et énergétiques de notre corps. Cette intelligence est bien au-delà de notre compréhension actuelle et constitue la base de notre santé et de notre bien-être. L'auteur explique que nous avons trois aspects différents, le corps physique, le corps énergétique et l'esprit. Chacun de ces aspects a des besoins et des exigences spécifiques pour maintenir une bonne santé. Le corps énergétique, principalement constitué d'énergie, est influencé par l'énergie environnante. Par exemple, lorsque nous entrons dans un espace où se déroule une manifestation ou un concert, l'énergie excitante de la foule peut nous emporter et nous faire agir de manière inhabituelle. De même, les contacts avec les autres peuvent également avoir un impact sur notre énergie. Parfois, nous nous sentons revitalisés après une interaction avec certaines personnes, tandis que d'autres rencontres peuvent nous laisser épuisés. Il est expliqué que cela est dû à la transmission d'énergie qui se produit lors de ces contacts. Notre corps énergétique peut également percevoir l'énergie des autres, même à distance, ce qui explique comment nous pouvons ressentir intuitivement l'état émotionnel d'une personne avant même de l'avoir rencontrée. La taille et l'expansion de notre corps énergétique peuvent également varier en fonction des situations et des objectifs. Par exemple, dans une situation où nous devons prendre le commandement d'un groupe, notre corps énergétique s'étend pour inclure l'espace et les personnes concernées. En revanche, lorsque nous voulons passer inaperçus, notre corps énergétique se réduit pour éviter d'être remarqué. L'auteur donne l'exemple de Marilyn Monroe, qui avait la capacité de modifier consciemment l'expansion de son corps énergétique pour attirer l'attention des autres. En utilisant la clairvoyance, il est possible de voir l'aura d'une personne, qui est constituée de différentes couleurs, formes et motifs qui reflètent l'état de sa santé physique, mentale et émotionnelle. Un patch sombre dans l'aura peut indiquer une future maladie qui se manifestera plus tard dans le corps physique. Ainsi, il est souligné que nos émotions et notre état énergétique ont un impact direct sur notre santé et notre comportement. Dans ce texte, l'auteur explore la relation entre le corps énergétique et le corps physique. Il explique comment les émotions telles que le bonheur et la peur peuvent se manifester dans différentes parties du corps. Par exemple, la joie se ressent souvent dans la partie supérieure de la poitrine, tandis que la peur peut être ressentie dans le ventre et les intestins. L'auteur souligne également le lien entre les émotions négatives récurrentes comme la colère et les problèmes de santé, comme l'acidité gastrique. Il explique que si l'énergie devient bloquée ou nouée, cela peut perturber les processus physiques du corps, entraînant des problèmes de santé. De plus, l'auteur met en évidence la relation entre certaines maladies physiques, telles que la tuberculose, et l'état mental, notamment la dépression et la perte de sens de la vie. Il souligne l'importance de traiter à la fois la maladie physique et les causes psychologiques sous-jacentes pour une guérison complète. L'auteur explique également comment les schémas de pensée rigides peuvent se refléter dans le corps, créant une rigidité physique. Il suggère que la pratique des asanas de yoga peut aider à débloquer l'énergie et à rendre le corps plus souple, ce qui peut également conduire à une plus grande clarté d'esprit.
En conclusion, l'auteur soutient que travailler simultanément sur les trois niveaux, physique, énergétique et mental, est la manière la plus efficace de créer des changements positifs dans notre être. Les implications de nos pensées et émotions vont au-delà de notre corps physique. Notre corps énergétique et notre corps mental sont également concernés. Lorsque nous pensons intensément à quelqu'un que nous aimons, nous ressentons une connexion mentale et émotionnelle avec cette personne, même si elle est loin physiquement. Cette connexion mentale peut être observée lorsque nous parlons au téléphone avec quelqu'un, surtout lorsqu'il s'agit d'une connexion émotionnelle forte. De même, nous pouvons ressentir intuitivement quand quelque chose ne va pas avec nos proches, même avant de le savoir. Des études ont montré que les chiens peuvent également ressentir cette connexion mentale avec leurs propriétaires. Nous sommes connectés à tout dans l'univers, mais nous sommes plus connectés aux choses qui nous intéressent ou que nous aimons. Cependant, cette connexion s'étend également aux choses que nous détestons, car la haine est en réalité une forme pervertie de l'amour. Nous pouvons choisir de couper les liens avec la haine et de nous libérer de cette énergie négative qui perturbe notre vie. Chaque pensée et émotion forte forme une unité d'énergie qui est libérée dans l'environnement, créant ainsi une habitude de pensée ou d'émotion. C'est pourquoi une rupture amoureuse peut être si douloureuse, car une connexion énergétique forte est brisée. Cette rupture peut être ressentie comme un déchirement à l'intérieur de soi. Cependant, avec le temps, cette blessure peut guérir, tout comme notre corps physique. Nos pensées et émotions ont donc un impact puissant sur nous-mêmes et sur notre environnement. Nos pensées ont une réalité qui leur est propre, elles appartiennent à un domaine plus subtil de la réalité et ont un impact énorme sur les circonstances, ainsi que sur notre santé et nos relations. Si vous émettez continuellement une pensée positive, l'énergie de cette pensée tendra à se concrétiser. De même, si vous émettez une pensée négative, elle se concrétisera également. Ainsi, il est important d'être prudent dans nos pensées et nos sentiments, afin de ne pas développer des habitudes de pensée négatives qui se réalisent par notre propre volonté. Lorsque vous faites face à des options négatives, ne broyez pas du noir, mais plutôt pensez à comment y faire face et laissez-le aller. Le fait de ruminer sur quelque chose lui donne de l'énergie et peut l'attirer à vous. Cela s'applique également aux relations. Beaucoup d'entre nous ont déjà vécu l'expérience de se retrouver dans une relation difficile avec quelqu'un, pour presque aucune raison. Un simple mot prononcé dans la colère peut se transformer en un conflit important si nous le gardons dans notre cœur et y pensons constamment. Cette énergie négative que nous envoyons à l'autre personne crée un cercle vicieux de négativité. Mais si nous envoyons consciemment des pensées positives et aimantes, même envers les personnes que nous détestons, cela peut briser ce cercle vicieux et ouvrir la voie à des opportunités positives. Parfois, la personne avec laquelle nous étions en conflit peut même devenir un bon ami, simplement parce que nous avons pris la peine de construire un lien positif. Tout cela se passe à un niveau psychologique, mais cela influence notre comportement physique. La plupart des gens sont inconscients de l'impact de leurs pensées et émotions sur leur comportement. Nous pouvons faire des expériences simples pour le prouver. Si nous émettons des énergies négatives ou positives, celles-ci auront une influence sur notre environnement. Nous devons donc être conscients de nos pensées et de nos émotions, non seulement pour leur impact sur notre santé, mais aussi sur nos relations et notre environnement. La capacité de créer notre réalité est un cadeau, et si nous concevons clairement nos intentions et y mettons notre énergie personnelle, les circonstances se mettront en place pour les concrétiser. En conclusion, entourons-nous de positivité pour attirer des énergies et des circonstances positives. Soyons conscients de nos pensées et de nos émotions, car elles influencent notre vie et nos relations. La créativité de notre esprit a un pouvoir réel sur notre réalité, utilisons-le de manière consciente et positive. Selon l'auteur, nos intérêts et nos relations sont déterminés par nos affinités énergétiques. Une étude intéressante montre que les personnes assises à côté les unes des autres dans un groupe peuvent devenir les meilleurs amis. Cette affinité énergétique guide nos choix et détermine ce qui nous intéresse. Après avoir développé notre individualité, nous poursuivons notre vie en cherchant des expériences qui nous permettent de croître et de révéler notre potentiel inné. Ces expériences peuvent être des activités, des connaissances ou des compétences qui émergent de nous-mêmes. Ainsi, toutes les expériences de la vie sont précieuses dans la mesure où elles nous aident à développer notre potentiel et à nous épanouir. La poursuite de nos passions et la réalisation de notre véritable nature sont essentielles pour notre épanouissement et notre réussite. Chacun de nous possède un modèle unique et une carte innée qui détermine nos motivations et nos véritables aspirations. C'est ce que l'on appelle le swadharma en sanskrit. Lorsque nous suivons notre swadharma et travaillons dans des domaines qui nous alignent avec notre nature profonde, nous ressentons une profonde satisfaction, même si nous ne sommes pas reconnus par les autres pour nos succès extérieurs. Au contraire, si nous nous éloignons de notre véritable nature pour poursuivre des activités qui ne nous sont pas alignées, nous pouvons sembler réussir aux yeux des autres, mais nous nous retrouvons insatisfaits et cherchons à poursuivre autre chose. Notre véritable nature et nos motivations sont déterminées par un choix que nous faisons avant notre naissance, choisissons nos parents et notre environnement pour nous aider à réaliser notre croissance et notre évolution personnelle. Ainsi, la poursuite de notre véritable nature et de nos passions nous mènera à notre carrière la plus satisfaisante, même si nous passons par des échecs et des obstacles en cours de route. Il est important de se connecter avec notre intuition et de ressentir ce qui résonne le plus profondément en nous pour trouver notre véritable chemin dans la vie.
En observant un enfant dès son plus jeune âge, on peut déjà deviner la direction que prendra sa vie. Certains enfants sont calmes et détendus, tandis que d'autres sont actifs et ont envie d'explorer. Ces traits de caractère se développeront tout au long de leur vie adulte. Mais au-delà de cela, on peut également observer la personnalité d'un adolescent et prédire en grande partie le chemin qu'il empruntera dans sa vie, car elle est déjà en train de se former. Cette impulsion intérieure qui nous pousse vient de notre noyau intérieur, celui qui a choisi de naître et dont la vie est un voyage pour réaliser cette intention. À la fin de notre vie, lorsque nous regardons en arrière, nous sommes satisfaits si nous avons accompli ce que nous voulions faire. Souvent, nous entendons des grands-parents et des personnes âgées dire qu'ils ont vécu une vie accomplie et qu'ils ont réalisé tout ce qu'ils voulaient faire. À ce moment-là, ils entament une période de consolidation et se préparent à la prochaine transition. La mort, au sens réel, est une séparation du corps physique, mais nous ne mourrons pas vraiment, nous nous débarrassons simplement de notre corps et nous disons, ce corps ne peut plus supporter ce que je désire, il est temps de le quitter. C'est un peu comme si, lorsque nous grandissons, nos vêtements deviennent trop petits, ils finissent par se déchirer et nous devons les changer pour des vêtements qui correspondent mieux à notre forme actuelle. C'est ce que nous vivons lors de notre transition, lorsque nous abandonnons notre corps pour en prendre un nouveau qui correspond mieux à notre forme actuelle. Il y a toujours un moment de choix au moment de quitter le corps. Il est intéressant de noter qu'en lisant des témoignages de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, il y a une certaine constance, quelle que soit la culture ou la religion. Au moment de la transition, il y a comme un flashback de toute notre vie, suivi d'un moment de choix. Les survivants de ces expériences de mort imminente vous diront tous qu'ils ont senti qu'ils n'avaient pas terminé leur travail et ensuite, l'accident, la collision se produit et ils survivent. Parfois, le choix nous est imposé parce que notre corps est trop endommagé, mais nous souhaitons continuer. Parfois, nous sommes tellement confortables dans notre corps que nous choisissons de rester même si cela implique une certaine incapacité. Il y a des cas de personnes qui restent en coma pendant des décennies, mais qui, à l'intérieur, sont reconnaissantes de cette expérience et choisissent de continuer à la vivre. Quand le choix est fait de quitter le corps, c'est comme si nous abandonnions notre corps physique pour prendre notre corps subtil. Dans les témoignages de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, on retrouve souvent la sensation de flotter, car le corps subtil n'a pas de poids. On voit les gens s'affairer autour du corps physique, mais on sait que ce n'est pas nous qui sommes là. La sensation de se séparer de notre corps est libératrice, car on réalise que nous ne mourrons pas. Si vous avez déjà vécu une expérience hors du corps, vous avez peut-être ressenti quelque chose de similaire. Vous vous réveillez au milieu de votre rêve, votre corps est sur le lit et vous pouvez voir ce qui vous entoure. Vous pouvez marcher à travers les murs, voir des choses, rencontrer des gens. Dans cet état, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous ressentez directement leurs émotions et leurs pensées, sans avoir à passer par les mots. C'est un état intéressant où les couches les plus profondes de notre personnalité se révèlent et où nous sommes plus aimables et bienveillants. En conclusion, la vie est un voyage pour réaliser notre intention intérieure, et lorsque nous quittons notre corps, nous ne mourrons pas vraiment, nous nous débarrassons simplement de notre enveloppe physique. Il y a toujours un moment de choix, et si nous choisissons de continuer, nous nous retrouvons dans un corps subtil et libre de toute contrainte physique. Ce passage parle de l'expérience de sortie du corps et de la communication entre les êtres humains à un niveau subtil. Un exemple intéressant est donné dans le livre du Dr Raymond Moody, qui décrit une expérience de mort imminente d'un patient. Pendant 15 minutes, le patient était cliniquement mort mais se souvient de tout ce qui s'est passé pendant cette période. Il a pu voir et décrire avec précision des événements se déroulant dans l'hôpital, y compris une situation où il a ressenti l'envie de mettre sa tête dans celle d'un nouveau-né, mais a fait le choix de revenir à la vie. Il a également pu communiquer avec un enfant qui pleurait, lui montrant que sa jambe était tordue. Après que le patient soit revenu à la vie, il a été vérifié que l'enfant avait effectivement arrêté de pleurer et avait une blessure à la jambe. Cela met en évidence la communication subtile qui se fait sans mots, mais avec des émotions et des pensées. Lorsque nous rencontrons quelqu'un, nos corps subtils perçoivent et enregistrent ces informations instantanément, mais nous sommes souvent trop fixés sur le corps physique pour en être conscients. Lorsque nous quittons le corps, nous laissons derrière nous le corps physique et entrons dans d'autres couches subtiles jusqu'à ce que nous arrivions au noyau de notre être. Ce processus de laisser derrière nous les expériences passées, tout en apprenant de celles-ci, est similaire à la manière dont nous apprenons et grandissons tout au long de notre vie. La vie est un voyage d'apprentissage où chaque expérience nous façonne et nous emmène vers notre développement personnel. Lorsque nous nous détachons de notre corps et des couches qui nous entourent, nous absorbons et assimilons les expériences de vie. Dans cet état de transe, nous intégrons toutes ces expériences avant de tourner notre regard vers le domaine de la vie pour découvrir quelle sera notre prochaine aventure et quelle croissance est nécessaire. Si nous devions refaire toute notre vie, nous choisirions de combler les lacunes et les manques pour notre développement. Nous sommes attirés vers des expériences et des personnes qui résonnent avec nous, tout comme nous choisissons la voie de la vie pour nos expériences et notre croissance. L'entrée dans le domaine de la vie peut se faire avant, pendant ou après la naissance, selon les âmes matures. La vie elle-même est un choix que nous avons fait pour expérimenter et grandir. Nous avons le libre choix d'expérimenter différemment et de nous reconnecter profondément à notre être intérieur, où nous ressentons un sentiment d'immortalité et de liberté.
Les vies antérieures peuvent également influencer notre voyage actuel, mais la vraie liberté réside dans notre centre le plus profond, où résident les motivations les plus profondes de notre vie. Nous vivons entre la contrainte et la liberté, en fonction du niveau auquel nous vivons et agissons. Les stress surviennent lorsque nous sommes en périphérie de notre personnalité, dominés par nos désirs, réactions et habitudes. Mais lorsque nous nous recentrons vers notre être intérieur, nous pouvons choisir de ne pas réagir impulsivement, ce qui nous permet d'agir avec plus de liberté et d'efficacité. L'objectif est de résoudre les problèmes plutôt que de les aggraver par des réactions automatiques. Ainsi, en étant connectés à notre moi central, nous pouvons vivre une vie plus libre et satisfaisante. Quoi que vous fassiez, vous constaterez qu'il y a des personnes naturellement calmes et tranquilles, même face à la provocation, et qui semblent toujours maîtriser leur environnement. D'autres, en revanche, sont constamment excitables et agités, toujours à courir d'une crise à l'autre. La clé réside dans le fait de vivre et d'agir depuis le centre de soi. Il est donc important de faire l'effort de se détacher de ces réactions superficielles et de se recentrer davantage. Plus on se rapproche du centre, plus on trouve l'équilibre et la maîtrise. Au centre du moulin de la vie, tout semble immobile, mais tout dépend de lui. La réalité est que le pouvoir réside au centre, et les résultats sont sur les bords. Voulez-vous appartenir au monde des résultats préprogrammés, ou préférez-vous vous rapprocher du noyau et avoir le choix de la façon dont le moulin tourne ? Plus vous vous approchez du centre, moins vous êtes affecté par les circonstances et moins vous êtes stressé. Pour parvenir à cela, il est recommandé de consacrer un peu de temps chaque jour pour se recentrer et aller au plus profond de son être. Que ce soit à travers la prière, en se concentrant sur la présence divine en soi, ou simplement en ressentant le noyau de ses aspirations et de l'amour à l'intérieur de soi. Cette pratique simple permet d'être au centre de ses trois corps, physique, mental et émotionnel, et d'être ainsi en charge de sa vie. En maîtrisant soi-même, on peut ensuite maîtriser ses circonstances. Les crises extérieures sont le reflet d'un conflit intérieur. En résolvant les conflits intérieurs, on peut impacter positivement le monde extérieur. Cette pratique de recentrage a également un impact sur le corps, les pensées et les émotions, permettant d'être fidèle à soi-même. L'intuition est une faculté essentielle pour réussir dans la vie. Elle permet d'avoir une perception directe de la réalité, sans passer par la réflexion rationnelle. Elle nous guide dans nos choix et nous permet de naviguer à travers les difficultés de la vie. Les personnes les plus prospères sont celles qui ont développé leur intuition. Une expérience a montré que les PDG les plus proches du bon nombre lors d'une estimation sans réflexion rationnelle étaient aussi ceux qui avaient obtenu le plus de profit. L'intuition nous aide à trouver un sens à notre vie et à aligner nos actions avec nos aspirations les plus profondes. La dépression, quant à elle, est le résultat d'un désalignement avec nos aspirations les plus profondes. Lorsque nous agissons de façon incohérente avec nos besoins les plus profonds, la vie perd de son sens et devient vide, même si nous semblons réussir extérieurement. La dépression disparaît lorsque nous réalignons nos actions avec nos aspirations les plus profondes. Les personnes célèbres qui sont déprimées ressentent le vide malgré les succès externes, car elles savent que tout est faux. L'admiration et la réussite ne peuvent combler ce vide intérieur. Il est donc essentiel de cultiver notre intuition pour trouver notre véritable essence et donner un sens à notre vie. Dans ce discours, l'orateur parle de la création de personnalités pour le film It's Not My Nobody et de la manière dont les gens le perçoivent comme une personne réussie, mais ne savent pas qu'il est misérable à l'intérieur. Il explique que ce mal-être intérieur est dû à un désalignement entre sa vie réelle et ses aspirations profondes et son véritable but. Pour surmonter cette dépression et ces distorsions, il suggère de repenser la direction de sa vie, en réalignant ses priorités internes et en brisant les habitudes qui ne sont plus alignées avec son moi intérieur. Il affirme que si on ne fait rien, les circonstances finiront par briser ce désalignement de manière douloureuse, mais si on agit consciemment, on peut effectuer une transition en douceur vers ce qui est nécessaire. Dans la deuxième partie de son discours, l'orateur aborde la question du bien et du mal dans le contexte de la croissance personnelle et de l'évolution. Il explique que tout dans l'univers est une expression de l'unité divine et de sa liberté de s'exprimer de toutes les façons possibles. Ainsi, la liberté d'opposer l'évolution et la liberté elle-même fait également partie de cette expression. Ce que l'on considère généralement comme le mal ou le mal vient de cette opposition à la liberté. Cependant, l'orateur souligne que même le mal joue un rôle dans l'évolution car il révèle nos faiblesses et nous pousse à grandir et à atteindre une plus grande harmonie et perfection. Il soutient que rien n'est vraiment mauvais, mais plutôt un moyen de nous guider vers notre croissance personnelle. En conclusion, l'orateur invite à une profonde introspection et à un réalignement de nos vies avec notre véritable objectif. Il affirme que la croissance personnelle implique de reconnaître nos faiblesses et de les corriger afin d'atteindre une plus grande harmonie et perfection. Lorsqu'une personne commence à grandir plus rapidement que les autres, cela rompt l'harmonie dans le groupe. Cette personne devient désynchronisée et les autres essaient de la ramener en arrière en lui disant qu'elle grandit trop vite et qu'ils ne peuvent pas suivre. Si la personne se sent étouffée, elle peut décider de partir et de trouver son propre chemin, ce qui brise l'harmonie du groupe. Sinon, le groupe peut stagner jusqu'à ce qu'ils réalisent que le monde a continué d'avancer sans eux et qu'ils doivent se réinventer pour éviter ce genre de stagnation. Ces forces de changement et de croissance sont nécessaires pour évoluer.
L'explication de ce concept d'union entre l'être intérieur et l'être extérieur pourrait différer en fonction de l'âge de la personne à qui on s'adresse. Par exemple, pour un enfant, on peut lui dire de se calmer et de ressentir un silence et une tranquillité intérieure lorsqu'il est agité. Pour un adolescent, il peut être nécessaire d'utiliser un vocabulaire différent, mais l'idée principale reste la même, il existe une présence divine en chacun de nous, une voix intérieure qui nous guide et nous protège. Il est important d'apprendre à écouter cette voix et à demander son aide lorsqu'on en a besoin. Ce concept peut être inculqué dès le plus jeune âge, en encourageant les enfants à être présents pendant les prières ou méditations des parents, en leur apprenant à ressentir la paix et la joie intérieure. Cela crée une connexion naturelle avec cette sensibilité profonde, qui les accompagnera tout au long de leur vie. Avec les adolescents, il peut être nécessaire de faire preuve de patience et de trouver des façons adaptées à leur tempérament pour les amener à faire cette expérience intérieure. En les aidant à prendre conscience de leurs émotions et de leurs idéaux profonds, ils pourront se référer à leur intuition interne et prendre des décisions basées sur leur véritable essence. Dans ce passage, l'auteur parle de 3 influences qui gouvernent nos vies, l'environnement, l'hérédité et le choix de notre âme. Une âme consciente choisira souvent un environnement et une hérédité qui correspondent à ses aspirations, mais des conflits peuvent se produire. Cependant, si l'âme s'affirme, elle pourra surmonter ces obstacles et progresser. L'auteur souligne que malgré les périodes sombres de l'histoire humaine, l'esprit humain a toujours réussi à se frayer un chemin et à se réinventer. Il compare également l'univers à un arbre, dont les racines sont dans l'unité sous-jacente et les branches se multiplient de plus en plus à mesure qu'on descend vers le niveau matériel. Les problèmes et les conflits se limitent donc aux couches superficielles de l'existence. Pour créer une véritable harmonie, il explique que chaque individu doit chercher à s'accomplir et à exprimer son plein potentiel, plutôt que de chercher à dominer les autres. En se réalisant pleinement, les individus se complètent et se soutiennent mutuellement. Le conférencier explique que lorsque l'on est créatif, on passe d'une satisfaction à une plus grande satisfaction, et ainsi de suite. À la fin de notre parcours, nous regardons en arrière et nous disons que nous avons eu une vie merveilleuse. Il souligne également que nous avons le choix de notre motivation principale et de notre dynamisme. Il affirme que le mouvement intérieur est toujours plus puissant qu'un simple mouvement extérieur. Ensuite, le conférencier aborde le concept philosophique de l'âme innée. Il suggère que l'âme innée a le choix de prendre une forme physique et de mener une vie particulière. Cela implique que l'âme sait à l'avance quelle vie elle va mener et comment elle va se terminer. Selon lui, cela s'inscrit dans les implications de la théorie de la relativité d'Einstein, selon laquelle tout le temps peut exister en même temps. Il explique que dans la tradition yogique, il y a le concept de réalité totale qui englobe tout ce qui est. Toutes les possibilités passées, présentes et futures sont incluses dans cette réalité totale. L'univers émerge de cette réalité totale et se manifeste sous forme de choix et de possibilités. Rien n'est fixé à l'avance, tout l'avenir est disponible et c'est notre choix qui façonne notre expérience de la réalité physique. Le conférencier mentionne également que nous pouvons dire que certaines choses sont destinées à se produire, mais cela provient de notre propre choix. Le destin est plus comme un objectif ou une intention profonde qui guide nos actions et notre expérience de la vie. Si quelque chose nous empêche d'atteindre notre objectif, nous pouvons trouver des alternatives et chercher d'autres moyens d'y parvenir. Le destin n'est pas une prédiction figée, c'est notre choix libre qui le détermine. Il souligne que parfois, nous pouvons être surpris par la façon dont les événements se déroulent, mais c'est parce que nous ne sommes pas conscients du choix profond de notre être intérieur. Destiné à être un leader, que vous le vouliez ou non, vous ne pouvez l'éviter. Les circonstances finiront par vous mettre dans une position où vous inspirez ou influencez les autres, car c'est un choix de votre être intérieur. Les circonstances se mettront en place pour correspondre à cette qualité vibratoire ou à ce potentiel afin de vous aider à développer vos capacités de leader. Cependant, ce potentiel de leadership nécessite un développement et une formation plus approfondie, ce qui signifie que vous devrez faire face à de nombreux défis et problèmes dès le début de votre vie. Ces difficultés vous forgeront et vous permettront de développer toutes les nuances nécessaires pour devenir un grand leader. Vous serez confronté à des circonstances qui vous obligeront à devenir une grande personne. Votre destin dépend de ce choix intérieur et du potentiel qui attend d'être dévoilé. C'est pourquoi, d'un point de vue de l'âme, le destin est simplement ce qu'elle a choisi. Le concept de karma, quant à lui, est essentiellement un concept d'action et de réaction. Chaque action entraîne une réaction, quelle qu'elle soit. Par exemple, si vous poussez fort, vous serez poussé en retour. Si vous frappez quelque chose, vous vous blesserez également. Il y a une réaction à chaque action. En d'autres termes, ce que vous mettez dehors reviendra d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, car cela fait partie de votre propre contenu psychologique. Cependant, bien que l'âme jouisse d'une certaine liberté, plus vous vous éloignez de votre essence profonde, plus cette liberté diminue. Vous devenez alors soumis à la compulsion d'une chaîne d'événements, dont certains ont été initiés par vous-même il y a 20 ans et vous reviennent aujourd'hui. Vos pensées et émotions se manifestent à travers les autres. Par conséquent, pour neutraliser les conséquences négatives du karma, il est possible d'utiliser le karma positif en inversant les énergies et en émettant de l'amour et de la compassion. L'âme a le pouvoir de changer et de transcender le karma.
Elle peut même demander de l'aide à une puissance supérieure, la conscience divine, qui est présente en tout. En invoquant cette aide avec intensité et sincérité, une réponse peut être ressentie, bien qu'elle ne soit pas toujours dans la forme souhaitée. Parfois, la sagesse répondra en vous donnant la force de traverser une crise, et d'autres fois elle peut diminuer ou résoudre le problème. Tout dépend de ce qui est jugé nécessaire pour votre croissance personnelle. Donc, demandez toujours à l'intelligence supérieure de vous guider et faites confiance à son intervention. L'orateur explique que la liberté et l'aide divine sont plus puissantes que le karma. Il explique que si l'on place l'âme et le divin au centre de tout, on peut neutraliser ou surmonter le karma de 3 manières: créer un karma positif pour neutraliser le négatif, élever son niveau de conscience pour échapper au karma, et invoquer une force supérieure pour modifier ou rediriger le karma négatif vers un résultat positif. Il souligne l'importance de placer notre soutien et notre protection dans notre voyage du côté de la liberté et de l'aide divine, et non de donner une importance exagérée au karma. L'orateur l'encourage aussi à influencer les jeunes enfants et explique qu'il rencontre des personnes de tous âges lors de ses séminaires et conférences. Il mentionne que nous assistons à une transition intéressante où les anciennes valeurs et structures se brisent pour laisser place à quelque chose de nouveau. Il souligne que la solution ne réside pas dans une organisation rationnelle de la vie, mais dans un changement de conscience, centré sur notre être intérieur plutôt que sur des réactions extérieures. Il explique que lorsque chacun est aligné sur son noyau intérieur, nous pouvons harmonieusement coexister et que c'est ainsi que se formera une nouvelle ère d'idéaux utopiques spontanés. Il reconnaît cependant que beaucoup de jeunes se trouvent actuellement dans une période de confusion et de rébellion, cherchant à trouver leur propre voie et à satisfaire leurs désirs. Il souligne l'importance pour les parents d'aider leurs enfants à se reconnecter à leur sensibilité intérieure pour qu'ils puissent trouver leur propre chemin et créer un nouveau cadre de vie qui corresponde à leurs aspirations profondes. Dans cet extrait, l'auteur aborde le fait que de nombreux jeunes ressentent un besoin de recherche intérieure et de transformation, sans toutefois savoir exactement ce qu'ils cherchent. Il met en évidence l'importance de leur offrir des expériences qui touchent directement leur conscience, pour qu'ils puissent réellement comprendre et trouver du sens. Il souligne également que cette approche doit être rationnelle et expliquée de manière compréhensible, car les jeunes sont plus enclins à adhérer à quelque chose qui a du sens pour eux. L'auteur partage son expérience d'avoir enseigné la science derrière les rituels aux enfants, ce qui a suscité un réel intérêt et a même incité les parents à apprendre d'eux. Il insiste sur l'importance de présenter des explications rationnelles et d'instaurer un dialogue plutôt que d'imposer des croyances ou des pratiques aux jeunes. L'auteur souligne également l'importance de respecter l'individualité des jeunes et d'être un soutien amical plutôt qu'un contrôleur autoritaire. Il encourage les jeunes à se concentrer sur ce qu'ils veulent faire maintenant plutôt que de se projeter dans un avenir lointain, en les encourageant à explorer leurs passions et intérêts actuels, sans pression de performance ou d'excellence. Dans cette conversation, il est mentionné que chacun doit suivre ses propres passions et intérêts pour expérimenter une croissance personnelle. Il est suggéré de se lancer dans différentes activités musicales, par exemple, pour découvrir ce que l'on aime vraiment. Il est également souligné que lorsque l'on interagit avec le monde, il est nécessaire d'engager nos pensées, émotions et actions pour obtenir des résultats significatifs. On mentionne ensuite Sri Aurobindo, un leader indien qui cherchait à rétablir la culture en Inde par des moyens pacifiques. Il est expliqué que chaque personne doit d'abord se trouver elle-même pour pouvoir accomplir son véritable rôle dans la vie. La liberté est considérée comme essentielle pour se connaître et développer son potentiel. Il est également mentionné que nos actions et expériences dans nos vies passées peuvent influencer notre parcours futur, mais la réalité de l'équilibre karmique est décrite comme fluide et complexe. Dans cette discussion, il est expliqué que dans le domaine psychologique, nos énergies ont un impact plus profond et durable lorsqu'elles sont constamment exprimées de manière positive et optimiste, au lieu d'être ponctuelles. L'auteur souligne également que les énergies positives telles que l'amour, la beauté et l'harmonie sont des expressions de la divinité en nous et que notre objectif principal est de manifester notre divinité à travers la connaissance, le pouvoir, la beauté et l'amour. Le voyage vers cette manifestation de la divinité est notre but ultime dans la vie. L'univers a été formé dans le but de réaliser cette expression de la divinité dans la vie. Ainsi, l'auteur encourage à viser la croissance de l'amour, de la beauté, de l'harmonie et de la connaissance dans tous les aspects de notre vie et à se centrer sur ces objectifs lors d'une courte période de concentration.